Merci de votre fidélité à Radio Guinée. Voici les titres de Guinée Soir. Un groupe de jeunes en colère est descendu ce mardi dans les rues à Boké. Ce groupe de jeunes réclamait le rétablissement de la fourniture normale du courant électrique dans les ménages. On en parle longuement dans Guinée Soir avec notre invité, le préfet de Boké, en fin de journal. Rien ne reste des bus de la Sotragui. Les quelques 8 bus jusque-là fonctionnels sont à ce jour immobilisés depuis des mois. Pendant ce temps, les travailleurs menacent d'aller en grève à cause du non-paiement de leur salaire depuis 4 mois. Le reportage de Bari à suivre dans votre journal. Sur le continent où se trouve Léopold Habaroujira, un des cadres du parti d'opposition burundaise enlevé ce mardi à Bujumbura, la capitale. Âgé de 54 ans, il est le trésorier de l'UPD. Il a été kidnappé alors qu'il se promenait à pied avec son épouse. La réforme du Code du travail provoque la polémique en France. 400 000 manifestants étaient dans la rue ce mardi pour protester contre cette réforme. Voilà pour le schéma d'écoute de ce journal que vous présente Mfali Kondé, Mohamed Touré, mise en onde Ibrahima Zaka Touré, Hussein Toubari, vous êtes les bienvenus. Merci d'être avec nous, on vous le disait, des remous sociaux ce mardi à Boké. Ce sont des groupes de jeunes qui sont descendus dans la rue pour réclamer le rétablissement de la fourniture normale du courant électrique dans les ménages. Les manifestants ont barricadé tous les axes routiers, empêchant ainsi la circulation dans la cité. Le préfet rassure que des techniciens DDG sont déjà sur place pour installer un nouveau groupe et dépanner celui en état défectueux. Mohamed Lamine Doumbouya sera notre invité en fin de journal. On reste à Boké pour dire que la campagne de vulgarisation du dialogue public-privé a été lancée là-bas hier. La rencontre vise à expliquer aux acteurs socio-professionnels et patronales les réformes engagées par la plateforme de concertation publique et privée. Elle va toucher toutes les régions du pays. C'est le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé qui a lancé les travaux. Bangali Kondé. La campagne de vulgarisation du dialogue public-privé porte sur plusieurs thématiques. Le doing business, le contrôle des qualités sous-régionales, le rôle et les attributions de l'APIP et le texte de l'OADA. La rencontre regroupe les acteurs socio-professionnels et patronales de Boké. Le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé parle des réformes engagées dans le cadre de la plateforme public-privé. Boubacar Bari. Les lettres de politique nationale des petites et moyennes entreprises, les lettres de politique du contenu local, les lettres de politique sectorielle du contenu local minier, le code des investissements qui donne certains avantages fiscaux et douaniers aux investisseurs locaux et étrangers susceptibles de s'installer dans notre pays. Donc c'est pour vulgariser tout ça, permettre aux acteurs du secteur privé de s'approprier du contenu des exigences de ces différentes politiques que nous avons lancé ces ateliers. Selon le gouverneur de Boké, 128 entreprises sont aujourd'hui implantées à Boké, dont 15 sociétés et projets et une centaine de groupements de femmes. Général Siba Noramou indique que les autorités de Boké s'engagent déjà à relancer cette campagne de vulgarisation dans toutes les localités de Kakandé. Puisque les instruments juridiques doivent être appropriés par chacun de nous pour qu'enfin que les gens connaissent leurs droits, mais aussi leurs obligations. Les autorités locales à tous les niveaux, nous serons au niveau de toutes les sous-préfectures, des districts, des communes, pour relayer tout ce qui sera dit ici pour que chacun de nous s'approprie correctement du contenu de ce dialogue. A rappeler que le dialogue public-privé est un espace d'échange entre le secteur public et privé dans le but d'améliorer le climat des affaires en Guinée. La région de Kindia constitue la prochaine étape de cette campagne de vulgarisation du dialogue public-privé. De Boké, direction l'hémicycle avec la clôture ce mardi à l'Assemblée nationale de la session parlementaire. Au cours de cette session ouverte le 28 août dernier, les députés ont voté plusieurs lois, dont la loi rectificative des finances. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui des lois qui ont pu être adoptées pendant la session extraordinaire. Il a ensuite rappelé que 3 des 20 milliards de dollars obtenus par la Guinée récemment en Chine sont déjà décaissables. Claude Kori Kondiano avec Amadou Lamadjalo.
Comme nous l'ont rapporté les représentants de la mission guinéenne, 3 de ces 20 milliards de dollars sont immédiatement décaissés, ce qui va améliorer le niveau des avoirs extérieurs du pays en termes de taux de couverture en réserve de change de ses importations et de la position nette du trésor en monnaie locale à la Banque centrale. L'Assemblée nationale se réjouit particulièrement d'être prise en compte dans le portefeuille de projet pour la construction d'un Parlement répondant aux normes internationales où c'est le pays au niveau atteint par le Parlement du reste du monde. Claude Kori-Kondiano, président de l'Assemblée nationale, propos recueillis par Amadou Lama Diallo. Et puis la loi de finances rectificative 2017, on en parle encore, les accords de prêt et les avenants sur les conventions sur les compagnies de bauxite de Kindia et de Djandja ont été adoptés lundi après la plénière des députés à l'hémicycle. Pour chacun des points de l'ordre du jour, les groupes parlementaires ont procédé à l'analyse des rapports des commissions avant de se positionner. Notre reporter Mamadou Adamabari nous fait vivre cette dernière partie de la plénière. C'est le représentant du groupe parlementaire Alliance démocratique qui s'exprime le premier. C.C. Balamou fait constater au niveau de la loi de finances des augmentations de budget au niveau de certaines institutions de l'État. Le cas par exemple de la CENI qu'il cite dont le budget passe de 15 milliards à 115 milliards. Mais se hâte-t-il de conclure que c'est un budget insuffisant pour l'organisation des prochaines élections communales? En tout état de cause, le groupe appelle à un vote favorable à la loi de finances. C'est non pour les libéraux démocrates qui égrènent une série d'incohérences dans la fluctuation des montants alloués, mais aussi le déséquilibre entre le recouvrement des recettes et les dépenses publiques. Pour cela, le groupe se décide. Son porte-parole, Fodé Fofana. Je demande à l'ensemble des députés, et particulièrement à ceux du groupe parlementaire libéral-démocrate, de réserver un vote négatif à ce projet de budget qui ne prend pas en compte les préoccupations majeures de notre peuple. Les arguments de l'opposition ne sont pas fondés, réagissent les députés de la mouvance. Le porte-parole du groupe démontre par A plus B les prouesses du gouvernement. Pour Michel Kamano, le gouvernement a tenu compte des remarques formulées au cours de la loi de finances initiale. Toutes les observations constructives dont nous avons parlé ont été prises en compte et pour cela, nous demandons à l'unanimité, à l'ensemble des députés, de voter pour cette loi de finances. Les accords de prêt pour la réalisation du tronçon routier Guikédou-Kondembadou, l'extension du réseau de desserte d'eau du Grand Conakry et les fonds alloués pour la gouvernance économique ont été soutenus par tous les députés. Les libéraux démocrates et l'Alliance républicaine refusent le vote sur les avenants visant l'extension des contrats des compagnies des bauxites de Kindia et de Djandja. C'était un reportage signé Mamadou Adamabari. La CENI et la société civile décident d'œuvrer ensemble pour la réussite des prochaines élections locales dont on ignore encore la date. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre que le président de la CENI a eue cet après-midi avec le Conseil national des organisations de la société civile. Le CNOSC s'engage également à vulgariser le nouveau code électoral. Elhadj Abdoulaye Diallo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était cet après-midi au siège du Conseil national des organisations de la société civile. Maître Amadou Salif Kébé nous en dit le pourquoi. Nous sommes venus pour réchauffer les relations de travail qui nous lient, fort heureusement d'ailleurs, avec ces organisations de la société civile qui peuvent nous aider et qui nous aident toujours à l'organisation de bonnes élections dans notre pays. Le président du Conseil national des organisations de la société civile a d'emblée salué ce déplacement du président de la CENI à son siège du Dixil. Dr Dansa Kourma entend conjuguer les efforts avec la CENI pour la sensibilisation des électeurs. Le président du CNOSC dégage la portée de cette visite de M. Amadou Salif Kébé au siège de son institution. C'est une visite très symbolique de par sa portée et de par son opportunité. Parce que ça vient à un moment où les Guinéens sont en train de réunir les ingrédients nécessaires pour la tenue d'élections locales qui ne se sont pas tenues depuis plus d'une décennie. D'après Dr Dansa Kourma, c'est pour la première fois qu'un président de CENI visite son institution. D'où l'espoir que suscite l'arrivée de M. Amadou Salif Kébé à la tête de la CENI, dira en substance le président du CNOSC. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
En plus bref, la 46e assise internationale de la presse francophone, c'est du 20 au 25 novembre prochain à Conakry. Elle va regrouper 300 journalistes venus de par le monde. En prélude donc à cet événement, l'Union de la presse francophone a fait l'état des lieux devant la presse, c'est-à-dire le niveau des préparatifs de ce rendez-vous. Pour leur part, les autorités guinéennes saluent la tenue de cette assise à Conakry et promettent leur soutien pour la rencontre de ce rendez-vous de la presse. Plutôt pour la réussite de ce rendez-vous de la presse, Fali Condé. Les émissions de la radio nationale ne sont plus suivies à Sigiri, à l'est du pays. Seul le journal 19h45 est synchronisé par la radio rurale. Un vide que les habitants de Sigiri gèrent avec amertume. Ils interpellent le département de la communication afin de corriger cet état de fait, car selon eux, couper des nouvelles nationales est souvent à l'origine de plusieurs spéculations. C'est une information de notre reporter Mouri Kaba en séjour à Sigiri. Deuxième gros titre de ce journal, c'est un constat désolant à la Sotragui. Les 8 bus jusque-là fonctionnels sont immobilisés depuis quelques mois. Le constat fait suite à un arrêt des activités par des travailleurs qui disent être sans salaire depuis plus de 4 mois. Ils comptent d'ailleurs se faire entendre d'ici à la fin de la semaine si rien n'est fait. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'entretien que le secrétaire général du syndicat des travailleurs a eu avec notre reporter Yaya Bari. Sur les 100 bus offerts par la Chine en 2012, seulement 8 sont opérationnels à ce jour. Et ces 8 sont aussi immobilisés depuis 4 mois. Selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sotragui, ces bus sont immobilisés par faute de paiement des salaires. Algassimou Bangoura. Actuellement, nous avons 50 nouveaux bus turcs qui sont prêts au fonctionnement. On a 8 autres bus, des King Long qui étaient donnés par la Chine. Il y a 8 qui restent et qui peuvent aussi tourner. Les bus là sont arrêtés simplement parce que la Chine nous a donné les nouveaux bus. Ils n'ont pas accompagné les bus par les pièces de rechange. C'était à l'État guinéen de payer les pièces de rechange. Malheureusement, on n'a pas payé les pièces de rechange. Quand un bus tombe en panne, par exemple, du collecteur, on n'a pas un collecteur à la réserve, on l'immobilise. Donc finalement, pour sauver le parc, on est obligé de prélever sur certains, on colmate par là. Pour trouver solution à la crise, les travailleurs de la Sotragui menacent de débrayer jeudi. Alexandre Camara est le secrétaire administratif du syndicat des travailleurs. Il y a 4 mois, 14 jours sans salaire. Nous sommes au 5e mois comme ça, nous traversons des moments très difficiles. Et voilà l'ouverture des classes bientôt. Nous sommes dans cet embarras-là et nous ne savons pas quoi faire. On a mené des démarches auprès des autorités, mais en vain. C'est pourquoi nous avons décidé dans les jours à venir, à compter le jeudi, de descendre en ville et de réclamer nos droits. Aujourd'hui, la population guinéenne est vraiment dans l'amertume. Pour se déplacer d'un point A à un point B, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de route et les bus ne sont pas en circulation. C'est de créer les conditions idoines à la Sotragui pour nous permettre de sortir ces bus-là et soulager la population. Dans le souci d'avoir la version de la direction, nous avons tenté à plusieurs reprises en vain. Les quelques travailleurs trouvés sur place indiquent que les membres de la direction ont fait plus de 2 mois sans y mettre pied. Le seul espoir de ces travailleurs est l'annonce de la reprise de la société par des partenaires marocains qui se font attendre également depuis plusieurs mois. Le reportage de Yaya Bari. Rien ne va plus entre les assistants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a une partie qui approuve les réformes et l'autre non. Oui, Mohamed, le collectif qui approuve les réformes était ce mardi face à la presse pour se justifier. Parmi ces réformes, on note l'augmentation des primes des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des formations pour les assistants. Mais seulement une partie des assistants n'est pas d'accord avec la mesure. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Moussa Kouyaté. Monde agricole, direction l'Elouma en Moyenne-Guinée qui reste très peu fourni en techniciens, en pistes et en projets agricoles. Ce sont là quelques préoccupations soulevées lundi par les producteurs lors du passage de la ministre de l'Agriculture. Sur le terrain, pas de grande superficie cultivée, mais quelques groupements commencent à émerger, notamment dans la culture du petit piment. Le point avec Adi Baldé. Sur la route de l'Elouma, la mission du ministère de l'Agriculture a fait quelques arrêts par endroits pour apprécier les champs situés sur les coteaux au bord de la route. Le riz, le fonio, le maïs, la pomme de terre sont quelques principales cultures pratiquées. La culture du petit piment commence aussi à prendre de l'ampleur au niveau des femmes qui vendent parfois le kilogramme jusqu'à 17 000 francs guinéens, a soutenu Mamadou Lamarana Diallo, président de la Chambre d'agriculture de l'Elouma. En termes
de consommation. Cette préfecture utilise très peu d'intrants agricoles. L'Elouma a reçu 268 tonnes d'engrais et 1624 litres d'herbicides. Mais il y a encore des stocks, ajoute la Chambre. La porte-parole des groupements de l'Elouma a salué l'accompagnement de l'État en intrants, mais elle a déploré les pertes subies par les producteurs suite aux maladies sur la pomme de terre et au manque d'infrastructures de conservation pour les fruits et légumes. La préfecture reste aussi très enclavée et moins animée puisqu'aucun projet agricole n'évolue à l'Elouma, ont souligné le vice-président de la délégation spéciale et le directeur préfectoral de l'agriculture. La ministre de l'Agriculture a promis de travailler sur les questions de pistes rurales, d'aménagement de plaines et de formation de producteurs. Pour Jacqueline Sultan, la Guinée doit forcément réussir à produire ce qu'elle consomme. En termes de personnel, l'agriculture est représentée dans cette préfecture par 12 personnes, y compris le DPA. Koubia Adibaldé, Radio Nationale. Séjour à Conakry d'une mission de l'Organisation mondiale de la santé animale. Ces experts sont venus renforcer le partenariat entre le ministère de l'élevage et des productions animales et l'OIE. La rencontre se situe dans le cadre de l'amélioration de la législation vétérinaire. Ousmane Silla. La Guinée, membre de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, a fait appel en 2011 à cette institution pour l'amélioration de la législation vétérinaire. L'OIE a ainsi délégué ses experts pour faire l'état des lieux. Dr Petit Clerc Martial est chef de la mission de l'OIE. Nous sommes venus en Guinée pour essayer de définir un programme d'appui pour le développement de la législation vétérinaire. Eh bien, dans un état de droit comme l'est la Guinée, l'action des services public doit nécessairement se fonder sur une base légale, sur une base réglementaire. Et la qualité de cette base réglementaire conditionne l'efficacité des services de l'État et en ce qui nous concerne des services vétérinaires. Cette mission de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE vient ainsi renforcer le partenariat entre l'institution et le ministère de l'élevage et des productions animales à travers la Direction nationale des services vétérinaires. Mohamed Tal est ministre de l'élevage et des productions animales. Il y aura à l'issue de cette mission un partenariat qu'on va trouver avec l'OIE pour nous accompagner dans l'amélioration de notre dispositif législatif. Ensuite suivra une autre étape qui est la mise en œuvre. A rappeler qu'en 2011, une première mission de l'OIE était à Conakry pour évaluer le dispositif législatif et réglementaire du secteur de l'élevage en Guinée. Ousmane Silla, élevage et pêche, il n'y a qu'un pas. En effet, le statut des aires marines protégées n'est pas respecté par beaucoup de pêcheurs artisans en Guinée. Ces pêcheurs artisans exercent dans plusieurs zones protégées à l'aide de moteurs. Le constat a été fait récemment au cours d'une opération de surveillance participative dans les îles de l'Os. Adia Kamara. Dans les îles de l'Ostre, il est fréquent de voir des pêcheurs artisans en activité dans les zones interdites de toute activité de pêche motorisée. Ces zones font partie de la réserve marine nationale. C'est à la suite d'actions concertées impliquant tous les acteurs de la pêche que ces zones ont été érigées en espaces protégés. Mais visiblement, le statut et les coordonnées géographiques de ces zones sont ignorées par les pêcheurs artisans. Kaba Amara Kamara, directeur national par intérim de la pêche maritime. Il faut savoir que ce n'est pas tous les pêcheurs qui sont informés de l'existence de ces aires marines protégées parce que les coordonnées existent, se trouvent dans le plan de pêche, mais la plupart de nos pêcheurs sont analphabètes, ils ne maîtrisent pas les coordonnées géographiques de ces points. Donc il faut mener une véritable campagne d'information pour les amener à comprendre non seulement pourquoi on a institué ces aires marines protégées à ces endroits, mais aussi pour les donner les coordonnées réelles de ces aires marines protégées. Pire, les pêcheurs artisans qui font la pêche dans ces zones utilisent des filets à faible maillage non conformes au code de pêche du pays. Aboubakar Souma, l'expert du projet Goamer, fait le constat. Le constat, il est amer. On s'est rendu compte que les pêcheurs artisans travaillent encore avec des filets de pêche de un doigt très petits. L'utilisation de ces engins, ça porte préjudice aux ressources halieutiques. Au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, le respect du statut des aires marines protégées implique une bonne brochette de ressources humaines et d'importantes ressources financières, sans oublier le besoin d'équipements performants. À cela doit s'ajouter une large campagne de sensibilisation pour attirer l'attention des pêcheurs sur les pratiques menaçantes pour l'écosystème marin.
Hadia Kamara, en plus bref, le secrétaire général aux affaires religieuses, salue la mémoire de El Hadj Amadou Chérif, son inspecteur régional à Kankan. El Hadj Amadou Chérif est décédé lundi des suites de maladie à l'âge de 87 ans. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, El Hadj Ali Jamal Bangoura rend hommage depuis la Mecque à l'illustre disparu et présente ses condoléances à la communauté musulmane de Kankan. Voilà dans un instant l'actualité africaine et internationale avant notre invité. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le président de l'Assemblée nationale togolaise a approuvé la suspension de la séance parlementaire ce mardi. Oui, c'est sur la demande de l'opposition qui proteste contre l'ordre du jour qui n'abordait pas le projet de loi de la réforme constitutionnelle. La séance reprendra demain après la conférence des présidents des groupes parlementaires et des commissions. Ouverture ce mardi au Kenya de la nouvelle législature. L'opposition n'a pas pris part à la séance. Malgré le boycott de cette séance par l'opposition, le président kenyan s'est prononcé devant les deux chambres du Parlement. Il a décliné son discours de politique générale qui lui permet de fixer le programme législatif de son gouvernement. Au Burundi maintenant, on le disait en titre, un cadre du parti d'opposition a été enlevé ce mardi alors qu'il se déplaçait à pied avec son épouse dans Bujumbura, la capitale. Paul Habarugira, c'est son nom, a été enlevé vers 7 h du matin par 4 hommes inconnus se trouvant dans une voiture de couleur noire aux vitres teintées sans plaque d'immatriculation. Âgé de 54 ans, le Paul est le trésorier de l'UPD et des rares donc responsables d'opposition à ne pas s'être exilé malgré la crise violente qui traverse le Burundi. Dans l'actualité internationale en France, un projet de loi visant à renforcer le contrôle d'identité aux frontières est examiné ce mardi au Parlement. Ce projet de loi est axé essentiellement sur la lutte antiterroriste. Le texte pourrait étendre ces contrôles jusqu'à près de 70% de la population et inquiète les défenseurs des libertés individuelles. Et puis la réforme du code de travail fait du bruit en France. 400 000 personnes étaient dans la rue ce mardi en France. Elles protestaient contre la réforme du code du travail. L'annonce a été faite par la CGT, principal syndicat organisateur de ces protestations. Le Parlement britannique a approuvé dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi portant sur l'abrogation du droit européen. Ce projet de loi qui vise à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni a été approuvé après plusieurs heures de débat. Les députés de la Chambre des communes ont voté à 326 voix pour ce texte qui doit désormais être étudié dans le détail par les députés. En Syrie, au moins 28 civils ont été tués dans des frappes aériennes de la Russie et de la coalition internationale anti-djihadiste. L'acte s'est déroulé, Mohamed, près de Diezor, dans l'est de la Syrie. Des dizaines de civils ont déjà péri ces 2 derniers jours dans des frappes aériennes imputées à l'aviation russe. Dans le reste de l'actualité internationale au Pakistan, 2 adolescents ont été tués par leurs proches. Une situation qui provoque la colère des militants de la société civile. Ces 2 adolescents ont été tués parce qu'ils se sont mariés sans le consentement de leurs parents. C'est ainsi que leurs proches les ont attachés à un lit en les électrocutant. On apprend que la police était ce mardi à la recherche du chef tribal qui a ordonné ce crime. Au mot de sport, avant notre invité, la première journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions démarre ce soir a donc démarré, pour être tout à fait complet. Le Paris Saint-Germain affronte le Celtic de Glasgow. C'est la première Ligue des champions du Brésilien Neymar avec le club de la capitale française PSG. D'autres rencontres sont également prévues, notamment le Barça face à la Juventus de Turin, l'AS Roma Atlético et Manchester face à Bâle.
Pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui le préfet de Boké. Avec Mohamed Lamine Doumbouya, nous parlons des manifestations de rue enregistrées ce mardi à Boké Centre. Il exhorte EDG à trouver une solution pérenne au problème de fourniture de courant électrique aux populations. Le préfet Mohamed Lamine Doumbouya est au téléphone avec Amara Kamara. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir. Votre ville Boké a été encore secouée ce mardi par des manifestations. Que s'est-il réellement passé? Écoutez, depuis la nuit d'hier, lundi 11 septembre, comme vous venez de dire, la préfecture de Boké, la commune urbaine, a été secouée par des manifestations de jeunes. Mais cette fois-ci, une manifestation qui n'a pas connu de violence. Il n'y a pas eu de cas d'incident majeur. C'est suite à la desserte en électricité dans la commune. Depuis le dimanche 3 septembre, l'un des deux groupes qui assure la fourniture en électricité au niveau de la commune est tombé en panne. C'est des groupes qu'on a envoyés à Boké depuis 2012 pendant le 54e anniversaire. Ces groupes sont aujourd'hui dans un état de vétusté. Quand on sait que la population de Boké s'accroît tous les jours, donc ça n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Donc la desserte qui a été observée à travers l'un des groupes, parce que l'autre est tombé en panne, donc 1 sur 3 par quartier, ce qui a irrité la colère de la population de Boké. Oui, même que le préfet, depuis, je crois, avril, il y a eu des manifestations autour de cette question. Il n'y a toujours pas eu de solution. Dans ce sens, il faut saluer l'effort qui a été fourni par le gouvernement. Le ministre de l'Énergie est arrivé à Boké, où il a eu un entretien avec nos autorités locales, la commission de suivi qui avait été mise en place au lendemain des manifestations du mois d'avril passé. Des engagements ont été pris et des promesses ont été également prises. Il était question de l'envoi des groupes électrogènes à Boké. Mais jusqu'à présent, ces groupes ne sont pas encore arrivés et le besoin de la population est encore là. Et qu'est-ce que le ministère de l'Énergie donne comme argument pour le retard? Je pense que cette question ne peut être répondue que par le ministère même de l'Énergie. En attendant, c'est sur vous la pression s'exerce parce que c'est vous qui êtes souvent confrontés à ces descentes des rues. Justement, et c'est ça la réalité aujourd'hui sur le terrain. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à l'EDG, qui fasse vraiment en sorte qu'on trouve des solutions pérennes. Quand les situations sont créées, c'est bon de venir trouver les solutions, mais il faut que les solutions soient des solutions pérennes. Qu'on ne soit pas toujours dans ce cycle de violence, de manifestation dans la préfecture, qui paralyse toutes les activités et qui fait que les autorités sont au four et au moulin. On est à l'EDG, on est à la SEG, on est à tout, on ne fait qu'appeler, donc c'est un peu difficile. Je voudrais sincèrement profiter de votre micro pour lancer un appel pressant à l'EDG pour qu'il fasse vraiment en sorte qu'on puisse trouver une solution pérenne et que désormais que ces cas pareils ne se produisent pas à Boké. Néanmoins, vous avez réussi à désamorcer la crise. Bon, pour le moment, nous sommes en train, dès qu'on a eu vent de cette nouvelle, nous avons appelé les élus locaux, nous avons appelé la commission de suivi, nous avons appelé la société civile pour mettre en place un comité de sensibilisation pour aller vers ces jeunes dans les quartiers. Et le soir, au niveau de la commune urbaine également, ça a été fait parce que la première réunion qui a eu lieu à la préfecture a été présidée par monsieur le gouverneur qui est venu lui-même présider cette réunion quand on sait que l'intérêt que les autorités accordent à des situations comme ça dans la préfecture et dans la région. Mais malheureusement, les jeunes sont finalement sortis le soir et toute la journée d'aujourd'hui, la circulation est bloquée. Mais il n'y a pas de violence qui accompagne cela, mais quand même, il n'y a pas de circulation. Et aujourd'hui, il y a un effort qui est en train d'être fourni par l'EDG, c'est-à-dire un premier groupe est venu sur le terrain hier nuit, qu'il a été à la centrale pour visiter, pour un groupe que l'EDG a loué, en attendant que le groupe qui est en panne soit dépanné. Alors l'équipe technique est venue de Conakry pour son installation. Ils sont en train de le faire au moment où je vous parle. Il y a une autre équipe de l'EDG aussi qui vient pour dépanner le premier groupe qui est tombé en panne. Ce qui veut dire d'une manière ou d'une autre, avec la bénédiction de Dieu et des personnes, nous allons avoir la solution ici demain après-demain, Inch'Allah. Oui, mais vous-même, vous le disiez, ces groupes-là tournent depuis 2012. Ça veut dire qu'apparemment, ils doivent être amortis. Si rien n'est fait, est-ce qu'on ne va pas retomber encore dans ce cycle de violence? Et
effectivement, on peut venir aujourd'hui dépanner le groupe, retourner demain, après-demain. Ça va donner une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et dites-vous bien que ça ne va pas durer. Il y aura encore la chose. C'est pourquoi je voudrais encore insister pour que l'EDG envisage vraiment de trouver la solution. C'est-à-dire une solution pérenne pour la population de Boké pour que le problème de courant soit réglé définitivement. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci bien messieurs. Point final à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. El Hadj Mamadouba Souma, toujours à la réalisation. Mise en onde, Ibrahima Zakatouré Ousseina Toubari. Rédaction en chef, Amara Kamara Aminata Sangare. Présentation, Mfali Kondé. Mohamed Touré. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.